Alors, bien sûr, il n'y a aucune obligation, mais il y a possibilité de prendre la parole. J'ai pris même pas mal de notes, mais je préfère que ce soit les auditeurs, nos auditeurs qui la prennent, la parole, qui posent leurs questions. Guy, tiens, puisque je te vois, qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais. Guy Cottenrock. Ah, ça m'inspire beaucoup de choses parce que dans cette année 1954, j'avais 19 ans. Alors, lorsque Jonathan a parlé de Breguet-de-Pont, c'est l'avion que j'ai pris pour faire mon service militaire en Algérie. Je me souviens aussi de la ronde Simca. On était quelques-uns, on n'avait pas beaucoup de sous, on s'était cotisé pour en acheter une. Et dans cette fameuse voiture, elle était confortable. On avait fait un pari et on était rentré à 12 dedans. Il a parlé aussi d'Orléansville. Orléansville, ça a été quelque chose parce que 2 ans après, quand je suis parti en Algérie, j'y suis passé, c'était une véritable catastrophe. Il a parlé du sabre. Le sabre, ça m'a rappelé la guerre de Corée. C'est un des avions que les Américains avaient pour, comment dirais-je, contrôler le ciel dans ce pays-là. Maintenant, je me souviens des cas de villes, c'est-à-dire que j'ai commencé non pas à m'intéresser aux ovnis à cette époque, mais ça m'a quand même, comme j'étais un fanat d'Isaac Asimov, et j'avais lu depuis que j'avais mes 14 ans tous ces récits, il y en a quand même pas mal, il avait commencé ça en 1934. Ça m'a quand même appris à avoir des notions d'anglais parce que à l'époque, on ne trouvait pas des traductions et tout était en anglais. Ça m'a permis un petit peu de m'améliorer. Mais si tu veux, ces récits d'Isaac Asimov, ça m'a quand même ouvert l'esprit en ce qui concerne tout ce qui était un peu extraordinaire et qui venait du ciel. Donc, dans cette année 54, on achetait la fameuse revue dont Bruno tout à l'heure a parlé, le journal Le Radar, sur lequel il y avait vraiment des images magnifiques. Et alors là, je peux te dire que les cas de Mazot et de Deville, je m'en rappelle encore, parce que c'était tellement bien dessiné qu'un jour, moi, j'y suis passé. Et alors, mais très tard, hein, dans les années 1990, j'ai demandé où ça se trouvait, on ne trouve plus rien. C'est-à-dire qu'en réalité, la voie ferrée, c'était une voie désaffectée où était la maison. Parce que je crois qu'il y avait pas une acherie, mais des usines. Oui, on fabriquait quelque chose. Et donc, c'était une voie qui était désaffectée, qui permettait à l'usine d'entrer et de sortir des wagons où on fabriquait du matériel, quoi. Et quand je suis arrivé à cet endroit-là, on m'a dit c'est ici, il n'y avait plus rien. C'est même pas la SNCF ni les propriétaires de l'usine, c'était le désert. Ça serait les autorités qui avaient décidé de faire ça, non pas parce qu'il y avait du gens qui venaient, mais pour que on ne parle plus de leur histoire. Et là, j'ai été déçu. Je crois aussi, pour vous donner une information complémentaire, que Deville avait récupéré les traverses sur lesquelles il y avait des trous et il les avait conservés. Et à partir du moment où on a commencé à faire disparaître tout au moins le site, c'est tous les souvenirs de ville. On m'a expliqué qu'ils avaient été soit volés, soit disparus ou pris par les autorités. Voilà, en tout cas, ça m'a rappelé ma jeunesse et je remercie Jade Autant d'avoir réveillé ces souvenirs. Merci bien. Je voulais vous dire, c'est moi qui vous remercie, cher monsieur, parce que j'aime beaucoup l'aviation. Alors moi, je suis ému de vous entendre dire que vous avez pris le Breguet-de-Pont parce que c'est un superbe avion. Moi, je l'ai vu au musée de l'air d'espace. Et vous savez, à l'époque, vous devez vous rappeler aussi, il y avait l'ingénieur René Leduc. Et oui, avec presse, le SO 2001. Oui, voilà. Le tuyau à poil volant.
Exact. Ah bah bravo, exactement. Et à l'époque, Je suis un fanat d'aviation parce c'est qu'avec génial. Joël Ménard, Attendez, on s'occupait de ça. Et en plus, je peux vous dire que j'ai 2 heures de vol. mais vous savez, le Satoréacteur Leduc n'a pas volé en 54. Alors la presse a dit à l'époque, c'est peut-être le Satoréacteur Leduc. Et Leduc a été interviewé, hein. Et lui, eh ben, il disait que le phénomène, pour lui, c'était pas des aéronefs conventionnels, c'est pas possible, et qu'il n'y avait pas de technique à sa connaissance connue qui pouvait expliquer les fameux disques volants. Et il est resté ouvert sur la perspective que c'était peut-être des êtres venant d'ailleurs. Voilà, il l'a quand même dit à l'époque, hein, René Leduc, hein. Voilà, donc, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre témoignage, monsieur. Merci. Oui, le fameux tuyau volant, c'est un satoréacteur. Voilà. C'est-à-dire qu'il était mis sous une constellation et l'avion volait le plus haut possible, il prenait de la vitesse, le SO 2000 commençait à plonger. Là, il injectait le pétrole, ça s'allumait, et plus l'avion, en théorie, plus l'avion allait vite, non, c'est-à-dire, oui, c'est ça, plus l'avion allait vite, c'est idiot ce que je vais dire, plus il devait aller vite. Vous voyez, c'était sa vitesse qui faisait sa performance. Exact. Mais à un moment donné, il devenait incontrôlable. Ouais. Merci. C'est moi. Merci Guy. Polyèdre a écrit, à un moment, il a parlé d'un phénomène autostoppeur. Ça m'a intrigué. Tu es là, Polyèdre? Ah, il est parti? Ou il n'a pas mis son micro? Non, il n'a pas mis son micro. Je demanderai à activer le micro. Ah, mais il n'est peut-être pas là. Il n'est peut-être pas dispo. Bon, c'est pas grave. On apprend. Je lui poserai la question directement. Les gens ont parlé de plasma intelligent. C'est vrai que ça fait penser, dans certains cas, on peut se demander si c'est là. On avait notamment un disque avec une boule en dessous. On peut se demander. Alors, l'idée, je crois que c'est Jonathan qui a traduit ça comme ça. Il a dit que ça serait la soucoupe qui crée la boule, mais ça pourrait être le contraire. Ça pourrait être le boule de plasma oui, tout à fait, qui génère l'image de la. Bon, il dit ça comme ça. Et quelqu'un d'autre a parlé de reculer antédiluvienne. Alors, je sais ce que c'est qu'une reculée dans le Jura. Il faut savoir, c'est une vallée qui n'a pas de sortie. Et antédiluvienne, je ne vois pas bien ce que ça peut vouloir dire. Antédiluvienne, c'est-à-dire d'avant le déluge, mais qu'est-ce qu'il entend par là? Au niveau géologique, on ne parle pas de. Ici, on peut dire roche antédiluvienne, mais c'est un langage ancien. On disait ça à la fin du XIXe siècle, hein. Par exemple, Oui. dans un livre qui parle de ça, dans le Closiou, il emploie des termes comme ça. Mais je ne sais pas si ça se dit encore, par contre, en géologie, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être l'idée, si j'ai cru comprendre, mais c'est vraiment qu'une intuition, c'est que ces êtres viendraient de sorte de réserve, de réserve dans l'espace-temps, je ne sais pas d'où, Oui. de reculer. Bon, enfin bref. Pourquoi pas? Bon, vous savez, c'est improuvable, c'est le problème. C'est improuvable. Pourquoi pas? Alors, vraiment, ce qui me frappe, c'est la naïveté de l'époque, le côté direct et sans formalité de l'époque. Bon, ben, il y a quelque chose d'extraordinaire. Bon, on le relate. Les journalistes font leur travail. Maintenant, j'ai l'impression que les journalistes, ils passent par une case. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'impact? Est-ce que j'ai le droit de parler de ça? Est-ce que ça fait partie de la politique? Et les journaux, pareil, ils ont toute une étape de censure, de réflexion. C'est vraiment dommage parce que il y a des gens ici qui font des enquêtes. Bon, il y a monsieur Brochard, je crois qu'il avait s'il veut prendre la parole, il est le bienvenu. Et il y a Bruno Botta aussi qui fait des enquêtes et il y a toujours des cas extraordinaires, mais on n'entend plus parler. Alors justement, c'est super le travail qu'ils font, parce que moi, personnellement, je trouve qu'on parle trop des Américains. Bon, c'est bien les Américains, les tic-tac, mais la France, on est là, et ça continue les cas. Il y en a toujours, mais ça j'en doute pas de ces messieurs-là. Et Ménard, jusqu'à sa mort, il disait que l'enquête de terrain, c'est fondamental, fondamental. Si on ne fait pas d'enquête de terrain, il n'y a pas d'ufologie, c'est simple. On pourra dire tout ce qu'on veut, et l'enquête de terrain, c'est le fondamental pour comprendre peut-être, essayer d'approcher
ce qu'est ce phénomène. Voilà. Je crois que vous êtes tous d'accord. Oui. D'accord. Enfin, moi, je suis d'accord avec moi-même et avec vous. Moi aussi. Oui. Et je Oui, pense que l'enquête, ça représente effectivement le b.a.-ba, mais en plus, je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est de participer soi-même à la chose. C'est-à-dire qu'il faut effectuer des veillées le plus souvent possible et eh bien, tenter de se rapprocher de ces choses, en fin de compte. Cibler des endroits très particuliers et finalement insister, et ça finira par arriver. oui. Toi, tu en fais donc régulièrement dans l'Est de la France ou ailleurs, dans le col de Vence ou des endroits particuliers comme ça? Moi, c'est essentiellement sur le territoire de la Moselle, hein. Mais D'accord. bon, c'est vrai que là, depuis quelque temps, on n'a pas d'enquête en cours, on n'a pas de nouvelles investigations à pousser, donc c'est un peu calme à notre niveau. Et oui, alors tout à l'heure, j'ai parlé de phénomène autostoppeur. Oui, Oui, alors ça concerne un certain nombre de cas de témoins qui finalement ont été très proches de phénomènes et qui ont ramené ça chez eux à la maison, quoi, tout simplement. Et on en parle également au niveau du Skinwalker Ranch aux États-Unis. C'est un peu dans la même veine, hein. Donc ça, c'est connu depuis un certain temps. d'accord. Alors, attends, j'ai une question. Je peux poser une question à mon tour. C'est Bien Polyadre qui sûr. parle, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, bonjour Polyadre. Je voulais savoir qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire, tu dis, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, un témoin va rencontrer des humanoïdes, donc comme en 54, et va ramener chez lui des phénomènes donc de type qu'on peut dire paranormaux. Est-ce que c'est ça que tu entends et qui sont suivis peut-être après par ces créatures qui vont peut-être connaître des enlèvements, etc. Est-ce que c'est ça que tu veux dire ou j'ai pas bien compris? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, C'est c'est toute ça, une série d'accord. de phénomènes un peu bizarres qui se produisent dans la maison, donc des dysfonctionnements sur certains types d'appareils. On a des apparitions d'objets également, des objets qui peuvent se déplacer, des phénomènes de précognition, ce genre de choses, Moi, je suis d'accord avec toi, je suis ou entièrement d'accord. Mm, des plasmas, des orbes également, ce genre de choses, qui mm. viennent tourner autour des témoins. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que tout à fait. Alors, c'est peut-être pas systématique, hein, mais il y a des cas attestés de ça, hein. Oui, 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 oui. Le conférencier précédent, qui n'a pas pu se connecter là, malheureusement, il y a un problème technique, Charles-Marie Ginaudot, il faisait vraiment le parallèle entre la propulsion des ovnis et la lévitation. Il en a parlé assez longuement avec des cas avérés de lévitation en Europe. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ces êtres, ces choses, utilisent des propriétés paranormales. Et une fois qu'on a touché à ça ou qu'on est touché à ça, ben, il y a contamination. Et c'est peut-être pour ça que peut-être que les témoins qui voient ces phénomènes, c'est peut-être qu'ils ont en eux, sans le savoir, des capacités et qui sont révélées par le contact. Oui. Alors, ça me fait penser. Oui, Pardon. Je vois une Euh, question. Pardon, je veux pas. Je peux dire quelque chose? mais bien sûr. Très très rapidement. Je vois dans le chat, là, je n'avais pas regardé encore. Il y a quelqu'un qui me dit des points communs avec les cas du Zohar. Alors non, le Zohar, c'est un livre donc de la Kabbale, hein, ça n'a rien à voir avec la vague de 54, déjà d'une. Et en fait, il y a des choses qui sont décrites étranges. Ça, je pourrais en parler dans une autre conférence si vous voulez, mais Alors, il n'y a pas d'humanoïde comme ça, il n'y a pas de soucoupe, c'est simplement, si vous lisez la traduction faite par, j'avais mon professeur qui s'appelait Charles Mopsic, qui était donc le grand spécialiste des textes de la Kabbale en France, qui est décédé malheureusement maintenant, et il a traduit le Zohar en français le plus proche de l'araméen. Et vous savez, quand vous lisez sa traduction, elle est extraordinaire, c'est 100 fois mieux que celle de Jean de Pauli qui est démodée et qui a beaucoup de fautes. Et on parle dans le Zohar alors, de rabbis qui avaient donc des écoles de disciples et ils sont ravis au ciel par ce qu'on nomme en araméen, alors c'est traduit grosso modo alors j'invente pas, hein, c'est par les frères de l'espace, c'est marqué comme ça, les frères de l'espace qui ont une école dans les 7e palais du ciel et dans lesquels certains sages vont être enlevés, vont être enseignés et ils décrivent
que lorsqu'ils s'éloignent de la Terre, ils décrivent la Terre comme une sphère, ils décrivent la Lune, et ils s'éloignent. On pourrait croire qu'on lit le récit d'un voyageur dans une capsule spatiale. Et enfin, ils arrivent dans ces palais où ils vont être enseignés par l'ange Métatron et par d'autres archanges. Alors Métatron est extrêmement important dans la Kabbale, mais ça j'en parlerai une autre fois, parce que c'est pas 54, mais c'est pour faire vite. Et ils reviennent sur la Terre, et là, ils sont comme transfigurés. Leur visage est comme celui de Moïse, quelquefois il est illuminé, il rayonne de la lumière, et là ils ont la sagesse, une sagesse immense qu'ils vont redonner à leurs disciples, et ainsi de suite. Le Zohar a beaucoup de cas comme ça, avec cette fameuse école de l'espace. Alors maintenant, il faut tout replacer, hein. Je ne dis pas que c'est des ovnis, que c'est des extraterrestres, on va dire que c'est troublant, c'est un langage qui peut nous interpeller, mais il faut rester prudent. Voilà. Extrêmement, Mais j'ai extrêmement l'air né. intéressant. Voilà, oui. Extrêmement intéressant. Vous pensez que ça peut faire l'objet de votre part d'une conférence? Ah, moi, je peux, si vous voulez, oui. Moi, si vous voulez, alors avec Charles Mopsic, j'ai entretenu aussi une amitié, un peu comme avec celle de Ménard. Alors, Charles Mopsic, c'était un savant, vraiment un savant dans son domaine. Il a été enseigné par le Rav Manitou, qui est très connu en Israël, qui est aujourd'hui décédé, qui était un des derniers rabbins kabbalistes en Israël, mais un vrai kabbaliste, hein, je ne parle pas de rigolo, un vrai kabbaliste. Et lui, ce qu'il a fait, Mopsic, c'est que ce qui était beau chez lui, c'est qu'il était très humble. C'est un monsieur, vous savez, quand il donnait ses cours, il était en chandail, il n'en avait rien à faire de la vesture, mais par contre, il avait une tête énorme. C'est un peu le Ménard de la Kabbale, si vous voulez. Et lui, il voulait que ça soit donné au plus grand nombre. C'est-à-dire, dans le judaïsme, la Kabbale, les gens en ont peur. Ils disent c'est juste pour les gens qui ont à partir de 40 ans, il ne faut pas trop en parler, etc. Mais en fait, Mopsic, il a fait une petite révolution. Il a dit que la Kabbale, c'est non seulement le poumon de la religion juive, mais c'est une mystique qui a irrigué les autres religions et qu'il faut mettre accessible au plus grand nombre. D'où sa traduction du Zohar. Alors, le pauvre, il a eu le temps de faire que, je crois, que 4 volumes, mais c'est déjà beaucoup. Et quand vous lisez ces textes-là, pour nous tous qui s'intéressons au phénomène OVNI, il y a des choses à voir, hein, et qui n'ont rien à voir. On est très loin des livres genre la Bible des extraterrestres, etc. C'est pas les énièmes histoires non pas d'Ézéchiel, les énièmes histoires de Genèse chapitre 6, les Néphilim virent les filles des hommes belles, etc. Et ils s'unirent à elles et qui donnèrent les géants. Non, non, c'est autre chose. Et c'est très peu connu des ufologues. Mais moi, je vous invite à lire ça. Parce que si vous lisez ça, croyez-moi, vous allez tomber votre chaise. Voilà, parce qu'il y a des choses extraordinaires et très peu le savent dans le domaine de l'ufologie. Voilà. Eh bien, merci Oui, pour ces moi, lumières. je peux parler? Bien sûr. Oui, alors donc, moi, ce que je me pose la question, est-ce qu'il y a une logique derrière? Par exemple, j'avais lu un livre sur les humides et il disait qu'ils avaient voyagé à partir parce qu'il y avait dans l'univers, il y avait quelque chose qui avait varié et qui avait facilité leur voyage. Donc, est-ce que c'est peut-être ça, la vague de 54? Et il y a aussi donc quelqu'un qui m'a répondu, là, c'est Polyèdre ou JB, qui me disait, c'est aussi en 54 que le nucléaire a démarré en France. Voilà. Exact. Alors, et puis, est-ce que derrière, c'est simplement du mimétisme ou il y a une conscience, une autre conscience qui est construite autrement que la nôtre, qui se manifeste, voilà, comme ça. Voilà, je me pose ces questions. Alors, les questions que vous posez, personnellement, je n'y répondrai pas parce que, écoutez, j'essaye d'être fidèle à Joël Ménard qui m'a toujours dit les théories, c'est bien, mais c'est improuvable. À chacun de croire en ce qu'il désire, en ce qu'il croit être vrai. Personnellement, je préfère rester neutre avec ça parce que je me méfie des interprétations. Par contre, vous avez tout à fait raison, hein. Il y a un lien avec le nucléaire, c'est certain. Alors 54, exact, c'est au moment où la France va devenir une nation nucléaire. Et comme vous le savez tous, hein, je ne vous apprends rien, aux États-Unis, comme mine de rien, c'est quand il y a eu les premiers essais de la bombe atomique à Los Alamos que le phénomène a commencé à montrer son nez et à devenir de plus en plus présent. Alors, bien sûr, avant, il y a eu l'histoire des Foo Fighters avec les bombardements anglo-américains au sud de la Lune, ça c'est encore autre chose, mais le nucléaire, c'est sûr,
a attiré le phénomène. Ça, c'est certain, il y a un lien. Et vous savez, quand vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis à cette époque-là, entre 1945 et 1952, date du Council de Washington et date de la fameuse conférence du général Samford, qu'on a traduit, qui sera publié je crois dans le tome 3, dans le tome 2, non, pardon, je ne sais plus, non, ce sera le tome 3, pardon, je me perds un peu dans les tomes avec l'éditeur, et on l'a traduit. Hein. Et donc, c'est assez extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que Samford veut rassurer le public. Dans sa conférence de presse adressée aux Américains, mais également un petit peu au reste du monde, mine de rien. Hein. Et pourquoi il prend la parole, ce général? Parce que aux États-Unis, ce sont toutes les centrales atomiques qui sont survolées par des phénomènes de type OVNI, mais pas que. Il y a également les universités, les grandes industries militaires, c'est-à-dire les lieux où on fabrique des blindés, les lieux où on fabrique des obus. Alors ça, les gens, je ne sais pas si vous le savez, ça, y a pas, ça a été global. Les écoles, les églises, c'est comme si le phénomène avait scanné littéralement ce qui faisait la puissance d'une civilisation sur la Terre, notamment celle américaine. Et ça quelque part, ça a paniqué les militaires qui, déjà à l'époque, avaient lancé des commissions que vous connaissez tous, hein, d'études comme Twinkle, etc., le projet Grudge avec le capitaine Ruppel. Bon, je ne vais pas répéter tout ça. Et surtout, il y a un truc, moi, qui m'intéresse, et c'est 52, c'est quand le général Samford va dire on va doter certaines bases de l'US Air Force avec des appareils photo stéréoscopiques, dernier cri, et on va libérer quelques radars et les mettre en recherche de ces phénomènes. Et à l'époque, il paraît alors, c'est pas qu'il paraît, il y a eu des résultats, mais tout ça, qu'est-ce que c'est devenu? Bien entendu, ça n'a jamais été communiqué au public. Et moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, vous voyez, à vous tous auditeurs, c'est que on parle beaucoup actuellement de l'AARO aux États-Unis, au Pentagone, là, avec Luis Elizondo, mais tout ça, c'est pas nouveau. Ça a déjà été le cas il y a déjà dans les années 50. Alors, j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement et moi, ça me désole. Alors, j'espère que cette fois-ci, ils vont avancer et qu'on va vers peut-être une reconnaissance du phénomène, mais je reste encore prudent parce qu'on a eu tellement de fausses joies, tellement d'attentes qui ont été déçues, notamment par les militaires américains, que je m'en méfie. Et moi, je voudrais bien savoir, être une petite souris et savoir que sont devenus, comme on dit, la data des années 50. Toutes ces recherches qu'ont fait les militaires, qu'est-ce que c'est devenu? On a l'impression que les militaires d'aujourd'hui sont amnésiques et qu'ils ont oublié tout ça. Maintenant, le point de départ, c'est 2004, le Nimitz, le Tic Tac et compagnie, et le reste alors. On n'en parle plus. Alors, je ne sais pas, je trouve ça suspect. Voilà, c'est même question posée par M. Brochard tout à l'heure. Il demandait qu'en est-il des travaux faits par la gendarmerie, qui sont des militaires en France, sur cette vague de 1954. Alors, la plupart des procès-verbaux, je crois pratiquement tous, peuvent être vus en archive. Alors, le GEPAN a catalogué un certain nombre sur son site. Vous pouvez les retrouver, les principaux cas, avec tous les procès-verbaux de gendarmerie. Sinon, il faut se rendre en archive. Alors, je ne sais plus si c'est à Vincennes. N'importe qui peut faire la demande. Il suffit d'écrire à la gendarmerie, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, je m'excuse, j'ai des trous de mémoire. Et normalement, n'importe quel citoyen peut y accéder. C'est le service des archives de... Merci, voilà. Oui, Et Jean-Claude Bourré qui m'a dit pas de fois, parce que j'avais appelé Bourré quand j'ai écrit mon bouquin là, sur 54, et je lui avais demandé déjà ça, je lui ai demandé est-ce qu'il est possible quelque part de consulter les archives de la gendarmerie, mais de les voir de visu, pas sur un site. Et il m'a dit, tu écris à l'office, tu as dit, la Patrice, et normalement, c'est pas fermé. Hein. C'est notre devoir de la gendarmerie de donner l'accès aux archives pour cela. Voilà. C'est pas si facile, hein. Il faut aller sur place. Il faut aller sur place. On ne peut pas emporter les documents, on ne peut pas les photographier. Oui, mais on peut les consulter, on peut quand même les voir. Oui. C'est pas interdit. Voilà, c'est pas interdit. C'est quand même ça qu'il faut savoir. Voilà. Et il y a M. Sheldon Duplay qui justement travaille dans ses archives, mais il n'a pas réactivé son micro, donc peut-être qu'il est parti. Dommage, ça serait intéressant. Oui. Ok. Oui. Alors,
Ah, il y a Jean Serror qui me demande quelle est la référence du Zohar. Alors, ça s'appelle, vous tapez Charles Mopsic, espace Zohar, espace édition Verdier, et vous aurez les différents titres. Voilà. Alors, Et Charles, Oui, me l'écrit. Charles comment? Mopsic, M-O-P-S-I-K. Mopsic, M-O-P-S-I-K. Charles, D'accord. Charles, voilà. Ah, c'était vraiment, je peux vous dire, c'était un homme extrêmement sérieux et c'était pas rigolo, hein. Donc là, vous pouvez faire confiance à sa traduction. Et les éditions, excuse-moi, les éditions? Pardon? Quelle édition? Verdier, Verdier. V-E-R-D-I-E-R, collection Les 10 paroles. Ok, merci. Voilà, de rien. Et Merci. j'ai évoqué tout à l'heure, là, Giné, j'ai évoqué tout à l'heure avec Patrice ce que j'avais vécu, moi, quand j'avais 12 ans en Algérie, ces chutes de cheveux d'ange, ce qu'on appelait à l'époque, qui apparaissaient, soi-disant, hein, d'après les journaux de l'époque aussi, qui apparaissaient lorsque des ovnis passaient au-dessus. Alors, c'était très curieux parce que je racontais que au moment où au moment déposé à l'école, je voyais ces espèces de cheveux d'ange qui tombaient, que l'on recueillait dans la main et qui disparaissaient pratiquement instantanément au contact de la main. Et ça avait l'apparence de vermicelle blanchâtre et floconneux. Ça descendait très lentement. C'était très curieux. Mais dites, mais ce que vous avez vu, c'est en Algérie, vous me dites, c'est ça? Oui, c'était à Alger même, oui. Alger? Sur les hauteurs d'Alger, oui, à Et Elvia. vous étiez militaire là-bas? Vous étiez... Non, moi, j'avais 12 ans à l'époque. Ah, vous étiez de là-bas? D'accord. Alors, pour vous faire rigoler, je suis aussi de là-bas, mais de parents, parce que mes parents étaient d'Oran. Voilà. Donc, parce que c'était l'époque des Sikorsky, des Bell, effectivement voilà. aussi. Alors, Et des deux ponts, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure. Et j'avais fait un vol entre Paris et Alger avec un moteur de Breguet, le moteur extrême droite qui était tombé en panne et on avait atterri avec une hélice en drapeau. ah, c'est incroyable, d'accord. Mais dites, le cheveu d'ange, ça m'intéresse, mais est-ce que vous avez vu avant un phénomène de type ovni avant les cheveux d'ange ou pas? Pardon? Vous me dites, donc, vous avez été témoin de ces cheveux d'ange que vous avez même touchés, mais est-ce Oui. que vous avez vu quelque chose avant, un ovni? Eh bien, ça, je ne peux pas le savoir parce que on voyait ces espèces de flocons d'aspect vermicelle qui tombaient. On levait le ciel, on ne voyait rien, mais bon, puis on était pressé de rentrer à l'école. Donc, on ne savait pas trop. Mais on en parlait dans les journaux, c'était très curieux. D'accord, bah écoutez, merci, c'est très intéressant. Si vous me permettez, une histoire de cheveux d'ange, j'avais eu aussi à Gaillac, à côté d'Albi, une certaine année. C'est-à-dire que c'était des filaments qui avaient un peu noyé le paysage et ils avaient la particularité d'être assez collants. Voilà. Et au bout d'un moment, lorsque on les avait dans les mains, ils disparaissaient tout de suite et ils ont quand même mis 2 ou 3 heures à disparaître. Hein. Oui, très curieux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, moi, oui, j'ai lu beaucoup de cas de cela et dont des cas liés directement à des ovnis. Il y a eu l'affaire au Portugal, une affaire dans les années 60, fin années 70 ou début 80, où il y a eu une photographie faite de cet engin qui avait survolé un village et qui était un peu de forme octogonale, où on semblait voir 2 baies vitrées et des espèces de filaments qui pendaient. Et il y a eu des cheveux d'ange, ce fameux phénomène, ou des fils de la Vierge qu'on appelait, qui sont tombés dans le village et qui ont été analysés par un physicien portugais. Donc, comme par hasard, on n'a plus rien aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire son analyse, je crois, est perdue. Il en reste des photos. Alors, au labo, il avait photographié ça au microscope. Et si je ne me trompe pas, le filament apparaissait sous forme comme des cellules, je crois, hexagonales. En tout cas, c'était des polygones, si je ne me trompe pas. C'est très bizarre comme truc. Et il avait réussi à les garder un peu plus longtemps en les mettant dans le froid, si je ne me trompe pas. Et il a fait une analyse chimique, mais l'analyse est perdue. Voilà. Et ça, c'était au Portugal dans les années 80. Je crois que c'est le cas Alfeda, je crois. Alfeda, je crois que LDLN même en a parlé à l'époque, dans les années 80. Voilà, en grosso modo. Hein. Mais puis il n'y a pas que, il y a en France aussi, il y a eu beaucoup de cas. Quant à Monsieur Serra, si vous avez vu passer un hélicoptère, peut-être j'étais dedans.
Ah, bah oui. Mais à l'époque, on voyait surtout les À militaires. l'époque, j'étais dans les commandos. Eh Et oui. dites, Je me je vais suis vous demander un truc. trouvé à la fameuse affaire d'Alger le 13 mai au soir. Eh ben Et oui. le 8 juin 1958 à Mostar-Gadem, Ah ben oui. vous savez, où le grand Charles a dit « Vive l'Algérie française ». Ouais, ouais, tout Je à fait. Il vous ai l'a dit, compris. j'y étais. Et moi aussi, j'étais au Forum d'Alger, hein, effectivement aussi. Et attendez, Oh là là, le forum d'Alger. Moi, j'y étais le soir et j'étais vraiment étonné. Enfin, on était tous étonnés de voir la population dans l'état où elle était et comment on a été reçus. C'était de la folie, de la folie, Non, de complètement. la folie. dites, j'ai Oui. quelque chose à vous dire à tous les deux. Écoutez-moi, il y a un témoignage en Algérie, je ne sais pas si vous le savez, à Ain el-Turk. Donc, vous connaissez Ain el-Turk? Alors, J'en ai entendu parler, voilà, mais Ain j'ai el-Turk, pas c'est un petit été. village J'étais côtier. surtout dans le bled, moi. Attendez, je vous explique quelque chose d'incroyable. Alors, Ain Oui. el-Turk, ça c'est en 1951. Ouais. Ma mère m'avait raconté qu'il y avait des pêcheurs, alors ça avait défrayé un peu la chronique de là-bas, qui avaient vu un humanoïde, c'est-à-dire une espèce de petit bonhomme, toujours pareil, vêtu comme un pilote, il m'avait dit. Mais c'était petit, il devait faire 1,20 m, qui avait vu promenant sur la plage et qui avait disparu devant les témoins. Et à l'époque, il y avait au moins une trentaine de personnes qui avaient vu ce personnage. Et figurez-vous que j'ai retrouvé dans un vieux LDLN le cas dont m'a parlé ma mère. Et c'était mentionné, là, mais un vieux, hein, des années 60. Et c'était à Ain el-Turk. Vous voyez, il y avait même là-bas, il y avait des trucs Ouais. étranges. Vous voyez, c'est mondial, ça c'est un phénomène mondial. C'est mondial. Ah, mais En 1960, j'étais parti parce que c'est de 55 à 59 que j'y étais. D'accord. Et en Algérie, la nuit est belle en Algérie. Bah oui, le ciel Enfin, dans le Maghreb, la nuit est belle. Bah oui. Surtout à la limite du désert. C'est-à-dire, c'est lumineux. Il y a un ciel formidable. Et lorsque on était en embuscade, il y en avait toujours un qui dormait ou qui avait les yeux ouverts vers le ciel. Et je peux vous dire que moi et mes copains, je commandais 32 bonhommes à l'époque, on a vu des phénomènes, on ne va pas appeler ça des ovnis, mais des phénomènes quand même bizarres de toutes les couleurs, en particulier vert, rouge et bleu. Et on ne peut pas dire que c'était des météorites avec des trajectoires verticales. C'est ce que je dis dans... Bon, j'étais le rédacteur de la Gazette des Mousquetaires de l'UFO, c'est expliqué dedans. C'était pour moi des engins, des choses qui faisaient le clown. Parce que quand vous voyez quelque chose qui n'a pas une trajectoire directe et qui fait des zigzags, c'est quand même un peu bizarre. Ah oui, oui, tout à fait, oui, c'est pas normal. Et alors ça, on en voyait régulièrement. Mais dites, avec quelle forme? C'était des boules, des sphères? C'était quoi comme Bon, forme? c'était comme une étoile Comme une de étoile, mais couleur, colorée. plus ou moins grosse. Hmm. Parfois même elles disparaissaient ou elles apparaissaient dans un éclat de lumière. Et là, elles commençaient à se déplacer, soit lentement, et puis à un moment donné, pouf, ça partait, vous voyez, comme ça. Et Ah, c'est très à intéressant. l'époque, on ne leur donnait pas d'explication. Ben, je Et crois qu'il n'y en a alors, pas toujours. dernièrement, j'avais envoyé ça à Patrice. Lors d'une opération, on était accompagné par des chars, des chars américains, des M4. Patton, oui. Et on était prêt à partir, à grimper sur un piton avec mes gars. Et puis, un de mes copains fait une photo. À l'époque, je vous parle de 1957-58. Hein. Et il y a peu de temps, lors de son décès, son fils m'a envoyé des photos de l'époque que je n'avais pas, parce que moi, je n'avais pas d'appareil photo avec moi. Lui, il avait un fusil mitrailleur et il pouvait encore transporter ça, mais moi, j'avais des cartes, la boîte la boîte de premier secours de combat. Et j'avais pas d'appareil photo, ça, je pouvais pas faire autrement que de m'intéresser à autre chose. Et alors sur la photo, c'est formidable. Tout le monde regarde en l'air
Il y a 2 photos, tout le monde regarde en l'air et ils sont en train de regarder quoi? Un ovni. Tu l'as vu la photo, Oui, Patrick? oui, oui. Ouais, Vous c'est l'avez quand là, on même peut la voir la formidable. photo peut-être? Non, là, on peut pas. Alors, ben, à ce moment-là, tu l'as encore, toi, non? Ou... Je l'ai certainement, mais alors là, à l'instant Alors, une T, autre fois, alors. je suis pas Parce qu'à ce capable de moment-là, la je te montrer. la renverrai à toi, et puis Jonathan, il la récupérera. J'aimerais bien la voir, oui, oui. Oui. Ou Alors, de toute façon, lui, il connaît mon adresse internet, hein, cg.quatenrock.orange.fr. Bon, je demanderai à Patrice à ce moment-là, je demanderai à oui, Patrice. oui, je n'ai pas de souci, je me ferai l'intermédiaire. Merci Je vous De toute beaucoup. l'enverrai, façon, la photo. Oui, de toute façon, c'est peut-être. Tu l'avais pas mis dans la Gazette? oui, je l'avais mis dans une des gazettes, oui. Alors, les gazettes sont toutes dans mon site, le site C'est ovni.fr. dans un des derniers numéros, d'ailleurs. Tous les numéros de la Gazette ont été conservés, ils sont tous accessibles en D'accord. temps réel. Il Ça suffit doit que- être dans les 10 derniers numéros. Ouais. Il Il y suffit D'accord. en que a, vous il y en Regardez a ça, 100. Patrice a ça dans ses archives. Ah, mais c'est plus que les archives, c'est accessible par tous ceux qui veulent. Sinon, j'ai une question à poser à l'ensemble des auditeurs. Est-ce que vous saviez que la vague était aussi riche, c'est-à-dire en RR3 de manière différente, c'est-à-dire il y avait différents types d'ufonautes. Est-ce que vous le saviez ou est-ce que c'est quelque chose qui était oublié? Non, Vous enfin savez. moi je ne savais pas, je savais même pas qu'il y avait une vague en 54. Donc, Ah d'accord. Moi, Ah, vous ne moi, saviez pas qu'il y avait une vague en 54 carrément. non, D'accord. ben, j'en avais peut-être entendu parler, mais ça, je m'en souvenais plus, quoi. Moi, j'ai D'accord. commencé à m'intéresser, c'est en 1960. C'est-à-dire que, comme j'avais été un petit peu égratigné en Algérie et que j'avais la dysenterie amibienne et le paludisme, j'allais me faire soigner à l'hôpital militaire à Paris, gratuitement d'ailleurs. Et puis là, dans une salle d'attente, il y avait une feuille jaune qui se baladait là. J'ai dit, tiens, ce truc-là, il n'y a rien à lire. Il commence à se foutre de moi. J'avais rendez-vous à telle heure et puis ben, je poirote, comme maintenant je fais les tout vite d'ailleurs. Et je me mets à lire ce papier. C'était un des numéros de LDLM. Ah d'accord. Tiens, je dis, c'est pas mal ce truc-là. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, ben, après tout, j'ai vu certaines choses, ça m'intéresse, je vais peut-être leur donner un coup de main. Et c'est comme ça que je suis devenu occasionnellement un enquêteur, Ah, c'est du bien. temps de M. Vieillit, Lagarde, Ah, oui. etc. quoi. Ah, vous avez connu Monsieur Lagarde aussi? Oh, connu, c'est-à-dire que j'ai eu des rapports avec lui, Pardon. mais je ne l'ai jamais vu. Quoi. Ah, j'ai jamais vu, d'accord. Oui, parce C'est vrai qu'à qu'il avait un fort accent. à un moment donné, j'ai fait une contre-enquête sur l'histoire des boules de l'Aveyron. Je ne connaissais pas du tout Robert Lortal à l'époque, je ne connaissais pas son histoire. Et c'était après que M. Chassaigne et 2 ou 3 autres enquêteurs sur le terrain avaient fait leur contre-enquête. C'est comme ça que M. Chassaigne avait fait une bande magnétique que j'ai lue, que j'ai interprétée, mais qui a disparu. D'accord. Il y a beaucoup d'archives qui, comme beaucoup d'archives dans un centre d'ordre général, ont disparu. C'est dommage. Il y a même des documents qu'on a envoyés à Joël Ménard après, notamment des photos venant de ma part et d'autres qui ont disparu. Elles ne sont jamais arrivées à LDLM. Oh, c'est fou ça. Ouais. Vous pensez qu'elles ont été interceptées ou vous pensez que cependant elles ont été perdues? C'est une hypothèse. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Ouais, parce qu'il faut dire qu'à un moment donné, Joël Ménard, quand Georges Mess a commencé à lui envoyer les premiers écrits sur l'histoire des boules de l'Aveyron, c'est là où Joël Ménard a commencé à avoir des histoires avec les Men in Black. Ah, oui, oui, je me souviens, on en a parlé. Oui, oui, tout à fait. Oui. Moi, il m'en avait parlé. C'est pas qu'il avait la trouille, il était inquiet pour sa famille. Il avait dû déménager la première fois. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait des sacrées pressions. Hein. Moi, je me souviens me parler d'une rencontre avec un Man in Black quand sa femme, je crois, allait à la boulangerie où il habitait au départ à Bretigny. Oui. Moi, je sais que j'ai eu des ennuis
Mais manque de peau, à l'époque, j'avais pas 87 ans. Hein, je devais avoir une quarantaine d'années. Je faisais du judo. J'étais bien classé. En plus de ça, j'étais ancien sous-officier de commando. Fallait pas m'emmerder. Voilà, exact. Oui, j'ai mis les copains dans l'affaire et ça a été réglé vite fait, je peux vous le dire. Oui, oui, oui. J'en doute pas. Vous avez raison, il faut se faire respecter. Comme dit l'autre, tu as des détonateurs, oui, j'ai encore de l'explosif. Ah, c'est pas mal ça. Ah non, c'est passionnant, mais donc c'est intéressant. Donc il y a des photos qui seraient jamais arrivées à LDN. Alors ça, c'est fou, quoi. Ah oui, bah, comme par hasard, oui, comme par hasard. Oui. Pas de hasard. Mais moi, mon rôle, si vous voulez, en tant qu'enquêteur, j'avais quand même un travail assez important. Je travaillais dans l'informatique et on s'occupait surtout de la sécurité dans le nucléaire, en relation avec le laboratoire de l'électricité de France à Pleyel. Donc, j'enquêtais quand je pouvais, mais c'est surtout des gens qui me rapportaient des informations. Et ces choses-là, je leur faisais confiance. Hein, je transmettais mes informations à LDLN ou à d'autres qui en faisaient ce qu'ils voulaient. D'accord. Moi, je faisais confiance aux gens, mais je n'étais pas spécialiste pour savoir s'ils disaient la vérité ou pas. Est-ce que vous avez enquêté des cas de 54? Vous avez contre-enquêté des cas de l'époque? Non, non. À l'époque, vous savez, à 19 ans, je faisais... d'une part, je continuais mes études, soit aux arts et métiers ou ailleurs, et j'avais plus envie de courir les filles que de m'occuper des ovnis. Mais ça m'intéressait par curiosité. D'accord. Parce qu'à l'époque, on allait travailler à Paris, en particulier en autobus, en métro, et alors ils vous vendaient des espèces de petits bouquins qui étaient gros comme ça, vous voyez. Il y avait peut-être 25-30 pages dedans. Ça vous permettait de lire ces histoires on appelait ça des petits romans d'anticipation ou alors des romans policiers. Et alors, il y avait beaucoup de récits de fiction. Et je m'intéressais à ça, mais sans plus, quoi. L'histoire encore vraiment de m'occuper de ce qu'on appelle maintenant l'époque Vienne, c'est venu beaucoup plus tard. Bon, je ne voulais pas le rappeler parce que j'en ai parlé, mais dans ma famille, il y a eu un cousin à mon épouse qui avait eu une histoire comme la famille de Robert Lortel et lui-même, dont de nombreux témoins dans la région, et ça pendant 6 mois. C'est pour ça que je parle toujours de la première étape de l'histoire de Robert Lortel, c'est-à-dire l'apparition des boules ou des disques dans l'Aveyron qui sont genre de sorte de sonde, mais son histoire après d'être enlevé je ne sais pas où, elle lui est personnelle et j'ai pas enquêté là-dessus. Est-ce que c'est par hasard l'affaire que Joël appelait Roro? C'est Roro, c'est lui? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'était un surnom qui s'est donné pour ne pas avoir d'ennui. D'accord. Bien, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Alors, cette vague de 54, j'en avais entendu parler, mais sans la connaître, en fait, sans connaître le contenu. Si je connaissais Deville, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, ça s'est arrêté là, en fait. Je vais vous quitter. Bonsoir et merci. Au revoir. Bonsoir, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Oui, nous sommes encore 12. C'est aussi bien que... Donc, c'est forcément des passionnés. Bruno, oui. il est toujours là? Oui, Patrice, oui. Qu'est-ce que... C'était une très bonne conférence avec des cas que je ne connaissais pas forcément. Tu sais que moi, j'ai une grosse culture sur tout ce qui est rencontre du troisième type. Mais c'est vrai qu'il y a des cas, là, j'ai découvert. Ah bah tant mieux alors. Oui. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que je n'avais pas le temps, mais il faudrait 5 heures de conférence. Hein, mais ces cas, je vous invite à les lire. Hein, ils sont assez extraordinaires. Hein, quand même, hein. Alors justement, le deuxième tome, là j'ai le premier, là, que j'ai presque fini de lire. Le deuxième tome, il sort quand? Il sort le 14 avril normalement. 14 avril.
Ah, bah, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Alors, donc là, on va continuer la publication des cas jusqu'à pratiquement la fin novembre. Voilà, la fin novembre. Et dans mon dernier tome, j'ai fait des... Alors, il y a le travail d'Annie, ma compagne, qui a fait un truc assez incroyable. Alors, je suis content qu'elle ait pu m'aider à le faire, parce que moi, j'aurais pas pu. Elle a fait des statistiques complètes sur l'ensemble des RR3. Les heures, les types d'humanoïdes, mais plus que ça, elle a même fait les cartes au jour par jour d'apparition progressive. Alors donc, ça permet de voir d'un coup d'œil littéralement la submersion de la France par le phénomène, jour par jour. Et en plus, on s'aperçoit qu'il y a un ou deux, alors je crois que c'est 2 départements français où il n'y a rien eu. Et ça, c'est assez amusant. On n'a aucun cas recensé dans 2 départements. Et le plus gros des cas se trouve dans le nord, se trouve vers la Bretagne et l'Anjou, justement, l'Anjou. Et nous avons aussi le sud, n'est pas la région PACA, c'est plus vers la frontière espagnole. Et alors, je ne sais plus les départements par cœur. Donc voilà, elle a pu mettre ça en évidence et je crois que personne encore l'avait fait. Donc là, je voulais quand même lui tirer mon chapeau. Elle a fait aussi une corrélation avec les failles géologiques, avec les fleuves, avec les industries françaises. Enfin, vous découvrirez tout ça quand ça apparaîtra. Voilà. Et ça, c'est son travail à elle. D'accord. Ma mère, c'est excellent. Bruno, ok. Bon. D'autres questions? Apparemment. Oui, peut-être un quiz au niveau des apparitions mariales éventuellement cette période. Ah oui, mais alors le problème, c'est que alors, les apparitions mariales à cette période, en 54, je ne les connais pas par cœur. Fatima, évidemment, c'est 1917. On a aussi le cas étrange de Dozulé, qui est beaucoup plus récent, des années 70, avec Madeleine Aumont, qui là, alors là aussi, c'est très peu connu, hein, Madeleine Aumont, le cas de Dozulé. Mais c'est bizarre, hein. Alors elle, d'ailleurs, elle avait pensé voir des ovnis au départ, avant de voir cette immense de croix dans le ciel. Alors, moi, je ne me prononcerai pas non plus. Alors, c'est vrai que Fatima dit 1917, c'est très intéressant pour l'ufologie, mais là, on est loin de 54. Hein. C'est pas, pour moi, je fais pas. Bon, d'un point de vue global, on peut faire des liens, on peut faire des études, mais pour la vague de 54, c'est quand même assez éloigné. Hein. Et puis en 54, dans la presse, je n'ai pas vu de relation d'apparition mariale. En même temps, j'ai peut-être pas toute la presse. Hein. Oui, merci, 78 pour Dozulé. Parce que j'ai enquêté à Dozulé. Hein. Je suis allé enquêter là-bas il y a 4-5 ans. C'est très étrange ce qui s'est passé là-bas. Hein. Mais bon, et voilà. Donc, mais c'est intéressant de faire le lien effectivement avec les apparitions mariales. D'ailleurs, vous savez tous d'ailleurs que les dames qui apparaissent à ces enfants ne se disent pas qu'elles sont la Sainte Vierge. Hein. Bernadette Soubirous l'appelait la dame, etc. Les petits témoins du Portugal, c'est pareil. Je crois que Lucia l'a jamais appelée la Vierge Marie. Hein. Ça, c'est après l'Église qui a reconnu les apparitions et qui a repris cela un petit peu en l'identifiant à Marie. Alors c'est vrai que la seule chose étrange avec la Vierge Marie, peut-être l'identification, c'est que Bernadette Soubirous, elle va dire à l'abbé Péramal, j'ai vu l'Immaculée Conception. Voilà, elle a dit, je suis l'Immaculée Conception. Elle a dit en patois d'ailleurs. Et alors ça, le curé Péramal, ça l'a complètement perturbé parce que c'était l'époque où justement le dogme de l'Immaculée Conception venait d'être reconnu. Alors c'est quand même étrange. Alors ça veut dire que le phénomène marial le savait et l'a dit à cette petite pour que ça soit répété à l'église. C'est bizarre, hein, franchement. Donc voilà. Bon, enfin bon, là, on n'est pas, c'est pas le sujet de la vague de 54. Je vous rappelle, avant d'oublier, alors, si vous vous intéressez aux apparitions mariales, il y a 2 livres, je trouve importants, il y en a un qui est oublié, un qui est méconnu. Alors, l'oublié, pour moi, c'est le livre de Daniken, Eric von Daniken, qui a écrit dans les années 70 un livre sur les apparitions de la Vierge, qui est très complet et qui ne brode pas. Hein. Il a quand même passé en revue énormément d'apparitions. Donc, c'est un livre aujourd'hui épuisé qu'on peut trouver encore sur le marché de l'occasion chez J'ai lu, vous savez, la petite collection rouge. Et il y a surtout les livres de l'abbé Laurentin aux éditions du Cerf. Alors là, c'est des pavés. C'est un livre en 2 tomes
vous avez à peu près 3000 pages d'apparitions mariales qui sont recensées dans le monde entier depuis à peu près l'époque médiévale aux affaires récentes des années 80, jusqu'à sa mort, quoi. Voilà. Et ça, c'est un pavé énorme. D'ailleurs, Jean Sider l'avait, ce livre-là, de l'abbé Laurentin. Voilà. Oui, il avait énormément de, j'ai été chez lui, Énormément. de bouquins sur le sujet, oui. Ouais. Ouais. Alors, il y a Ok. quelqu'un qui dit les sanctions américaines sur les bases situées en France, des membres qui étaient demandés aux militaires d'être vigilants. Ah oui, tout à fait, hein. Mais écoutez, les Américains avaient été traumatisés par leur vague de 52, par le fameux carrousel et tout ce qui était arrivé là-bas. Il y avait beaucoup de choses, hein. Donc, à mon avis, ça les intéressait au plus haut point ce qui se passait ici également. Voilà. Donc, ah oui, Gilles Pinon, effectivement, l'amiral Pinon, c'est un amiral, je crois, hein, Oui, de oui, Maître amiral. Fatima. Oui, l'amiral qui était au Cometa, si je ne me trompe pas. Il y en a Oui, des autres. Alors, je l'ai pas oui, ce livre est très connu, hein. C'est vraiment sur Fatima, c'est le livre. Oui, je suis d'accord. Oui. Et il ne voulait pas s'exprimer, notre ami, là, comment il s'appelle? J'oublie son nom à chaque fois. Ovni Anjou, le monsieur d'Ovni Anjou. Monsieur Brochard, il s'est exprimé un petit Il ne veut peu. pas parler, intervenir? Il a envoyé par écrit, il a envoyé des messages. Parce que j'ai eu le plaisir de discuter avec lui. C'est un homme vraiment très intéressant. Il m'a rappelé Joël Ménard, figurez-vous. Il m'a rappelé un peu Joël Ménard dans sa façon de parler, non, je veux dire, dans la façon d'aborder le phénomène. Et vraiment, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, qu'il y ait des personnes qui s'occupent des enquêtes, parce que ça, franchement, chapeau, parce qu'il faut le faire, hein, il faut le faire. Vous voyez, une fois, il y a quelqu'un que je ne citerai pas, parce que je ne vais pas avoir d'ennui, qui a dit ah ben, les enquêtes, l'ufologie de papa, ça n'intéresse plus personne. Aujourd'hui, où on se réunit autour d'un bon repas, on parle des ovnis, où on fait de l'internet. Mais je trouve ça nul, moi, personnellement. C'est nul, quoi. Que si on se... Alors, c'est bien internet, c'est important, parce que ça permet de faire des conférences, d'échanger, mais surtout, n'arrêtons pas les enquêtes de terrain. Alors, moi, dans ma vie, j'en ai fait, pas beaucoup, mais j'en ai fait quand même 6, dont 2 demandés par Joël Ménard. J'ai retrouvé le témoin de l'affaire de Beauval, donc en l'an 2000, donc qui a été publié dans LDLN, qui est une dame. Alors moi, ça m'a impressionné parce que quand j'ai retrouvé le témoin, c'est une dame grabataire que j'ai vue dans un fauteuil roulant électrique et qui avait qui avait des problèmes neurologiques extrêmement importants suite à l'observation de son ovni, hein. Et qui avait été soignée à l'époque par un neurologue qui s'appelait le professeur Baudros, qui était situé à Meaux, et qui avait vu que cette dame avait des problèmes neurologiques de manière inexpliquée. Il ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle avait. À l'époque, c'était une femme assez jeune, et à peu près, ça s'est déclaré. Alors, progressivement, elle a perdu l'usage de ses jambes, elle a perdu une partie de l'usage des mains, qu'elle devenait paralysée de partout, la pauvre. Et c'est le professeur Baudros qui l'a sauvée, parce que sinon, peut-être elle serait décédée, et qui a réussi à la sauver. Mais seulement, elle est restée handicapée. Voilà, ça, c'est un cas qui m'a vraiment impressionné. Et elle m'a expliqué que, alors, elle vivait dans une barre HLM, c'est dingue, elle était dans une cité HLM de Beauval, et elle va faire pipi. Il était à peu près 3h30 du matin, et c'est toujours la même chose. Elle est attirée par une lumière. Alors, elle a sa petite fenêtre des toilettes, elle ouvre et elle voit en bas, posé sur le terre-plein de la cité, en fait, c'est un petit espace vert, un disque, mais vraiment la soucoupe, un disque posé au sol et qui irradie une lumière verdâtre. Et là, elle regarde ça pendant, je crois, au moins une bonne vingtaine de minutes, donc c'est assez long. Alors, elle regarde tout le temps le truc et l'objet semble disparaître et s'en va. Et là, suite à ça, cette dame va donc avoir des séquelles, mais des séquelles horribles. Je pourrais dire que ce cas-là, c'est un peu, toute proportion gardée, le cas Betty Cash Landrum français. C'est-à-dire, elle a été irradiée littéralement par quelque chose. Elle a exposé un rayonnement. Et je avais parlé de ce cas avec Gilbert Payan. Alors, Gilbert Payan, c'est un peu controversé. C'est un peu l'imminence grise du cométa, que je connaissais très bien, Payan. Et Gilbert m'avait dit, ah, cette dame, elle a dû être exposée, alors ça, c'était son truc, à des micro-ondes pulsées. Et il pense que les micro-ondes pulsées, c'était un peu la source de certains rayonnements
vus par les témoins, observés par les témoins par des ovnis, comme avec De Wild et d'autres, et que ces rayonnements-là sont pas toujours, c'est pas toujours très bon de se prendre des doses de micro-ondes pulsées. Cela étant dit, il n'avait aucune preuve, hein. C'était une possibilité qu'il avait étudiée avec des ingénieurs qui s'intéressaient à ce domaine, dont Jean-Jacques Velasco à l'époque. Voilà. Alors, la raison pour laquelle Frédéric Brochard ne peut pas prendre la parole, elle est technique. Malheureusement, son micro Ah, c'est dommage, hein, parce fonctionne qu'il pas. est vraiment, je dis pas ça, mais moi, il m'a enthousiasmé. Je trouve que c'est un monsieur très intéressant. D'ailleurs, je voudrais savoir, j'irai peut-être jamais en Anjou, mais j'aimerais soutenir son association et adhérer à son association si je pouvais, tout en sachant que peut-être je pourrais jamais y aller parce que moi, j'ai des problèmes ici aussi. Mais j'aimerais bien pouvoir soutenir, ainsi que d'autres, peut-être son association que je trouve très bien. Vous me faites Voilà. un mail, monsieur Ginet, et je Oui, transmettrai. Oui, moi, j'aimerais beaucoup. et Oui, je vous oui. donnerai l'adresse mail et, Peut-être je pourrais venir un jour les si c'est coordonnées. Bertrand de Paris. Alors ça va, voilà, mais j'aimerais beaucoup soutenir cette association. Voilà, ça mérite d'être soutenu. Voilà. Mm. Parfait. En Il est plus, je quelle tiens à heure? dire une chose, attendez, avant que j'oublie, je m'adresse encore à Monsieur Brochard. Je fais de l'astronomie hein, depuis 40 ans à peu près. Je suis astronome amateur, on va dire confirmé. Je suis membre de la Société astronomique de France. J'observe quotidiennement le ciel. J'ai un télescope derrière, vous voyez. D'ailleurs, je vais faire un petit observatoire ici et je fais de l'astrophotographie. Donc, si vous voulez, si un jour vous avez besoin d'un conseil aussi sur une observation, d'identifier un phénomène connu, je pense être assez costaud pour le faire. Donc, si vous avez besoin un jour de me soumettre quelque chose, vous avez un doute sur un satellite, une entrée de satellite, une conjonction planétaire ou n'importe quoi d'autre, je suis prêt à vous aider, à donner un avis si vous avez besoin, bien entendu. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bruno, tu as entendu? Bruno Botta? Oui, oui, oui. Est-ce que Bruno Botta fait partie d'une autre association dont je vous ai parlé, le La GIF? FA, ah, vous êtes membre de la FA? Non, non, pas du tout. Nous, c'est le groupe d'ufologues indépendants. Ah, je connais pas. D'accord. Bah, écoutez, c'est génial qu'il y ait tous ces groupes et qui en plus, si vous êtes vraiment orienté sur l'enquête de terrain, moi je trouve que c'est très très bien. Il y a de l'espoir pour le futur alors. Parce que Joël Complètement. Ménard était vraiment, vous savez, pour ceux qui l'ont connu, hein, qui l'ont parlé au téléphone, je pense que vous serez d'accord, il était désabusé, quoi. À la fin de sa vie, il était dégoûté. Il m'a dit, on a fait tout ça, ben, pour rien, voilà. Tout ça va disparaître, tout ça va. Il disait souvent, oh là là, si j'avais su, je me serais fait pêcheur à la ligne ou j'aurais fait de la peinture. Voilà, il me disait ça souvent, un peu désabusé. Et parce il avait l'impression que tout part, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais que tout partait en couille, voilà. Et qu'il n'y en avait plus que pour Internet, et que pour les repas, et que les gens faisaient plus d'enquête de terrain. Ben moi, je trouve ça. Mais enfin, il devait vous connaître. Hein. Moi, je pense qu'il devait connaître Anjou, ça c'est sûr, parce que je crois qu'il m'en a parlé. Mais d'une manière générale, il était vraiment désabusé. Et je pense que c'est beau de faire continuer les enquêtes, parce qu'une fois de plus, c'est logique. Mais, écoutez, franchement, on s'intéresse à un phénomène. Depuis quand on s'intéresse à un phénomène, on l'étudie de loin, on écoute des témoins de loin, mais ça rime à rien. Si on veut une démarche tant soit peu rationnelle et scientifique, la première chose à faire, c'est d'aller sur place. Ça sert à rien de compiler des trucs, d'écouter Pierre-Paul Jacques et de rien faire d'autre. Moi, je pense que là, on est dans une impasse. Et c'est pour ça que c'est important, comme disait monsieur Brochard, de justement continuer des enquêtes de terrain et de continuer à les documenter. C'est extrêmement important. Voilà, donc voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là parce que je vais vous saouler avec mes. Mais je le pense de tout mon cœur. C'est pour Non, ça que- mais vous êtes vraiment éloquent et c'est tout à fait notre opinion à OVNI Paris. Tout à fait. Le GUI, c'est un peu une extension d'OVNI Paris. Et on espère bien continuer là-dessus et développer ça. Merci. Bon, donc, non, c'est moi qui vous remercie parce que c'est vraiment très bien dit. Ça va être mis sur YouTube. Et D'ailleurs, pardonnez-moi de mon retard, surtout. Vraiment, pardonnez-moi. Hein. vous êtes tout pardonné parce que vous avez été bon. Pardonnez. Parce que vous savez, j'ai fait avoir un accident de voiture tout à l'heure. Oui. J'étais un petit peu, je vais le coup, émotionné. Et j'avoue que j'ai cru que c'était demain la conférence. J'ai Il complètement. n'y a pas de problème. Pas de Donc problème. merci à vous tous. Merci. Donc voilà, on va arrêter la conférence puisqu'il est bientôt minuit. Je pense que c'est une bonne heure pour arrêter. Oui. Donc dans quelques jours, je ne peux pas vous donner un jour exact parce que ça dépend de mon courage et surtout de mon emploi du temps. Ça va être mis sur YouTube, je le signalerai, comme j'ai fait pour la conférence. À mon avis, le son, il est très bon. J'aurai peu
peu de rustines à mettre ou de petites amputations à faire, comme j'ai fait pour la précédente conférence. Donc, ça va aller assez vite. Et je pense que dans 3 jours, c'est sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Je remercie les auditeurs et bien sûr notre conférencier qui est pardonné, pas de souci. Merci. Et on se tient au courant. Si vous avez besoin d'informations pour communiquer avec d'autres personnes, pas de souci. Je le fais volontiers. Que dire d'autre? Et j'ai retenu éventuellement, parce que c'est quelque chose que moi j'ai 74 ans, mais bientôt, et je veux continuer à apprendre. Et le Zohar, je ne connais rien. C'est des trucs d'hébreu, donc je vais C'est pas apprendre. de l'hébreu, cher ami, c'est de l'araméen, le Zohar. Pourquoi c'est de l'araméen? Parce que c'est considéré comme la langue du diable et on force à dire au diable des bénédictions à Dieu. C'est une façon d'enchaîner Satan. Ça, c'est intéressant. Waouh! J'aime bien cette logique. Bon, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais couper l'émission. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Attention, boum.